Les plaines de Tsavo s'étaient éveillées ce matin-là dans une atmosphère étrange, comme si la savane elle-même retenait son souffle. Le ciel, lourd de nuages incertains, hésitait encore entre libérer ses larmes ou se disperser dans l'horizon. Le vent effleurait les hautes herbes dorées avec une prudence inhabituelle, comme pour ne pas troubler ceux qui sommeillaient sous leur couvert. Tout semblait suspendu, en attente de quelque chose d'invisible. Non loin de la frontière orientale, à proximité d'un lit de rivière asséché, un éléphanteau errait seul. À peine âgé de 6 mois, encore maladroit sur ses pattes trop frêles, il avançait sans but, perdu, minuscule silhouette dans l'immensité. Sa mère avait disparu 2 nuits auparavant, et bien que les rangers soupçonnassent le passage de braconniers, aucun coup de feu n'avait été entendu. Cette absence soudaine l'avait laissé sans repère, sans guide, sans rythme vital auquel se raccrocher. Depuis lors, il flairait désespérément la poussière, traçant de petites lignes hésitantes avec sa trompe, lâchant de courts barrissements qui se perdaient dans le vide. Mais aucune réponse ne venait. Ce qui apparut à la place était bien plus menaçant. D'abord une ombre, puis une autre. Un lion solitaire s'était avancé, aussitôt rejoint par 2 compères, puis par toute la troupe, 12 lions au total, surgis de la brousse avec la précision silencieuse des fantômes. Ils encerclèrent le petit, leur formation implacable l'acculant contre une termitière. L'éléphanteau, pris de panique, laissa échapper un cri aigu et désespéré. Sa trompe tournoyait dans l'air, ses jambes tremblaient, trop jeunes pour courir, trop faibles pour se défendre. Les fauves, eux, ne se pressaient pas. Ils connaissaient l'art de l'attente. Ils tournoyaient lentement, leurs yeux d'or fixés sur la proie, calculant l'instant exact où frapper. Le längste der Wind in Sutenebel. Un phacochère s'immobilisa dans son pas, une girafe leva la tête au loin. Toute la savane semblait assister, figée, à ce drame imminent. C'est alors que la terre vibra. Pas de tonnerre, pas de panique. Une rumeur sourde, régulière, qui s'amplifiait. Les arbres frémirent, la poussière se souleva. Puis, comme une montagne sortant des brumes, une silhouette gigantesque apparut au bord de la clairière. Un éléphant mâle, massif, balafré, solitaire. On ne l'avait pas vu depuis plus d'1 an. Les habitants du plateau l'appelaient Maintu, le fantôme. Jadis banni de son troupeau à la suite de luttes de dominance, il errait seul depuis, spectre mélancolique des savanes. Mais ce jour-là, guidé par un instinct ancien, il avait entendu l'appel du petit. Et il s'avançait, pas après pas, comme un monument vivant. Ses oreilles s'ouvrirent largement, sa tête se redressa, et il émit un grondement si profond qu'il ne ressemblait plus à un son, mais à une pression. Un avertissement venu du sol lui-même. Les lions s'immobilisèrent. La meneuse recula d'un pas, hésitante. Puis Maintu accéléra, et la meute céda. Pas dans la panique, mais avec cette lucidité qui reconnaît une force qu'on ne peut défier sans perte. Un à un, les prédateurs disparurent dans les herbes hautes, dissous comme des ombres. Le calme retomba, percé seulement par la respiration haletante du petit. Maintu s'approcha lentement. DSA trompe immense, il effleura leidos fragile de l'orphelin. Aussitôt, celui-ci se blottit contre lui, cherchant appui comme on s'accroche à la seule réalité solide qui reste. Alors, la pluie se mit à tomber, douce d'abord, puis régulière, lavant la savane du drame manqué. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était un signe, comme si la nature elle-même consacrait cette rencontre improbable, un proscrit répondant à l'appel d'un abandonné. Sur une crête voisine, un homme observait. Elia, rangé de Tsavo, suivait depuis des jours les déplacements inhabituels de la troupe de lions. À travers ses jumelles, il avait anticipé le pire. Sa main avait même frôlé son fusil, bien conscient qu'il n'aurait jamais eu le temps de sauver l'éléphanteau. Mais ce qu'il vit dépassait toute attente. Le vieux mâle surgissant comme un gardien oublié, défiant la mort pour protéger une vie fragile. Elia souffla, incrédule, mais émerveillé. Muntu. Tous les rangers connaissaient ce nom, chuchoté dans les veillées, nourri de récits contradictoires. Certains en riaient, parlant de légendes. D'autres juraient avoir croisé son ombre, toujours à proximité d'un drame évité de justesse. Elia, lui, avait douté. Mais à cet instant, il ne doutait plus. Le fantôme était bien réel. Et il n'était pas revenu pour lui-même, mais pour l'orphelin. Maintu poussa doucement le petit à avancer. L'éléphanteau hésita, maladroit sur le sol détrempé, puis se laissa guider. Pas après pas, ils quittèrent la clairière, s'enfonçant ensemble dans l'immensité ouverte. Pas vers la sécurité d'un abri, mais vers l'horizon, tête haute. Elia filma la scène avec son drone. Les images, muettes, suffisaient, un colosse balafré protégeant un être sans défense, marchant côte à côte sous la pluie. Dès le lendemain, la vidéo fit le tour des réseaux de conservation. Pour beaucoup, c'était une histoire sacrée. Mais seul Elia avait vu ce moment précis, juste avant qu'il disparaisse, Maintu tournant la tête, croisant son regard depuis la plaine. Et dans cet échange muet,
il lut une injonction, « N'interviens pas. Contente-toi de témoigner. » Ainsi commença le récit d'une rencontre que nul n'avait prévue. Le fantôme de Tsavo n'était plus seulement une légende. Il devenait le gardien d'une vie fragile et peut-être l'annonciateur d'un destin plus grand que lui. Les jours qui suivirent furent comme une renaissance. L'éléphanteau, encore vacillant, suivait désormais chaque pas du vieux mâle, comme une ombre fragile s'attachant à une montagne. Là où Meintu plongeait sa trompe dans la poussière rouge pour se couvrir de terre protectrice, le petit imitait maladroitement, laissant de petites éclaboussures sur sa peau encore tendre. Là où le colosse levait sa trompe pour sonder le vent, l'orphelin levait la sienne, hésitante mais résolue. Leurs silhouettes côte à côte, disproportionnées mais étrangement harmonieuses, traçaient un chemin silencieux à travers les étendues sauvages. La nuit, lorsque le ciel se constellait d'étoiles et que la fraîcheur descendait sur la savane, le petit se pressait contre le flanc du vieux mâle. Là, blotti contre cette masse rassurante, il retrouvait un semblant de paix. Meintu, lui, ne dormait que d'un œil. Ses oreilles restaient attentives au moindre bruissement, ses yeux veillaient sur ce nouveau compagnon qui, sans le savoir, avait réveillé en lui quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps. Le sentiment d'appartenir encore à la grande fresque des éléphants. Pourtant, le destin ne tarde jamais à répandre ses rumeurs. L'histoire du sauvetage avait franchi les pistes poussiéreuses et les postes de rangers. Des articles naquirent dans de petits journaux, des photographies circulaires, montrant le petit blotti contre la jambe massive de Meintu. Mais au-delà des hommes, c'est le peuple des éléphants qui écoutait. Car les histoires ne se contentent pas d'être racontées autour des feux humains, elles traversent aussi les mémoires animales. Les matriarches, en conduisant leur famille vers les points d'eau, ralentissaient leurs pas lorsqu'elles captaient son odeur. Les vieux mâles, bannis eux aussi à la périphérie des troupeaux, suivaient la trace de ces empreintes comme on suit une légende revenue du passé. Ce fut près du grand bassin du sud qu'un nouveau chapitre s'ouvrit. Elia, qui n'avait cessé de chercher des signes de Meintu, reçut un appel. Un petit et un géant à demi défendu lui rapporta un pisteur. Le ranger parcourut des kilomètres avant d'atteindre une crête qui dominait la plaine. Et là, il les vit. Meintu, dressé dans l'eau jusqu'aux chevilles, projetait des gerbes étincelantes de sa trompe. L'éléphanteau piaillait de joie, éclaboussant à son tour, bousculant de sa tête encore maladroite la jambe du colosse. Pour un être qui avait vécu si longtemps dans le silence, Meintu émettait désormais des grondements bas, des souffles lents, et même de légers coups de trompe, langage tendre qu'il semblait réservé à ce petit adopté. Mais il n'était pas seul. Sur l'autre rive, une harde étrangère observait. Ce n'était pas le troupeau que Meintu avait jadis perdu. Celui-là s'était depuis longtemps dirigé vers le nord. Non, cette harde-là était nouvelle, prudente, mais attentive. La matriarche s'immobilisa, fixant longuement le vieux mâle et l'orphelin. Le silence s'épaissit. Puis, dans un geste d'une lenteur calculée, elle avança. Son tronc effleurait le sol, son allure était calme, mais chaque muscle tendu. Elle s'arrêta à quelques pas du petit, tendit sa trompe, et laissa échapper un grondement grave. L'éléphanteau hésita, puis répondit par un bref barrissement aigu. Alors il fit un pas, puis deux, jusqu'à poser sa tête contre la patte de la matriarche. Muntu na bougea pas. Il n'interdit pas ce geste. Il resta immobile, comme s'il comprenait que l'orphelin avait besoin de cet échange. Et l'improbable se produisit. Les autres membres du troupeau s'approchèrent un à un, encerclant doucement le petit, le frôlant de leur trompe, émettant ces basses vibrations qui signifiaient accueil et reconnaissance. Elia, du haut de sa crête, en resta bouche bée. Jamais il n'avait vu un troupeau accepter aussi vite un inconnu, encore moins un orphelin. Mais cette fois, c'était différent. Tous avaient perçu autre chose, une présence plus grande encore que l'orphelin lui-même, celle de Meintu. Le vieux mâle soutint alors le regard de la matriarche. Ce n'était pas un défi, ni une soumission. C'était un face-à-face empreint de mémoire et de douleur passée. Car lui aussi avait connu le rejet, l'humiliation de l'exil. Et voilà qu'on lui tendait peut-être une seconde chance. La matriarche s'approcha davantage, toucha de sa trompe la joue marquée de cicatrices de Meintu. Ce simple geste valait plus que 1000 rumeurs. C'était l'acceptation. Les femelles vinrent alors, lentement, déposer à leur tour leur trompe sur son flanc, comme pour l'accueillir. Le cercle s'élargit, et Meintu sentit le petit revenir se réfugier contre sa patte, comme pour lier son destin à lui seul. Les regards des éléphants étaient lourds de patience, de mémoire et de jugement. Mais il n'y avait plus d'hostilité. Seulement une invitation. Elia, le souffle court, murmura. Allez, vieux. Ne pars pas cette fois. Et Meintu fit un pas, puis un autre. Non pas vers la solitude des plaines, mais au cœur du troupeau. La matriarche marcha à son côté. Le petit resta à son flanc. Ensemble, ils disparurent dans les herbes hautes, non plus comme un errant et un orphelin, mais comme une famille naissante. L'aube se levait à peine lorsque la savane fit entendre ses premiers frissons.
Les oiseaux s'éveillaient, lançant des appels rapides au-dessus des acacias, mais au sol, une autre tension se faisait sentir. Le troupeau, désormais enrichi de la présence de Meintu et de l'orphelin, avançait d'un pas mesuré, mais leurs trompes, sans cesse, balaient l'air avec nervosité. Quelque chose n'allait pas. Les femelles resserraient leur cercle autour des petits, la matriarche s'arrêtait plus souvent, écoutant, sentant, puis reprenant sa marche avec une prudence accrue. Meintu, lui, restait en retrait, massif et immobile, les oreilles légèrement écartées, la trompe levée pour capter les moindres effluves. Son regard était sombre. Il savait. Elia, qui suivait à distance grâce à son véhicule et ses jumelles, reçut une alerte radio. 3 lions mâles s'étaient séparés du reste de la troupe et descendaient vers le sud. Des prédateurs jeunes, affamés, assez téméraires pour s'attaquer à un troupeau en mouvement. Leur tactique était connue, se dissimuler dans les fourrés, attendre une faille, fondre sur un petit isolé. Et le passage que le troupeau approchait était le piège parfait. 2 collines rocheuses bordaient d'un couloir étroit, couvert de buissons bas. Un lieu idéal pour une embuscade. Quand la matriarche donna le signal d'avancer, Meintu s'arrêta net. Sa trompe se dressa, son souffle devint rauque. Il perçut avant les autres la présence tapie dans l'ombre. Son grondement profond immobilisa tout le troupeau. Les femelles se figèrent, l'orphelin plaqué contre son flanc. Un bruissement à gauche confirma l'instinct du vieux mâle. Alors, sans attendre, il s'avança, ses pas frappant le sol comme des tambours. Les lions attendaient l'instant de panique, mais ce fut lui qui les surprit. L'un surgit des broussailles, prêt à bondir sur le petit resté en arrière. Meintu fonça droit sur lui, sans hésitation, tête basse, oreilles déployées. Le sol trembla sous son élan. Le fauve recula trop tard. La masse gigantesque manqua de peu de l'écraser, mais l'impact projeta le lion dans les fourrés, assez fort pour qu'il disparaisse en boitant. À peine l'écho de la charge dissipé, un deuxième lion jaillit de l'autre côté du passage. Cette fois, c'était le cœur du troupeau qui était visé. Les femelles barrirent, formant un mur, mais le fauve approchait dangereusement. Alors Meintu chargea encore, plus vite, plus féroce, sa trompe claque en l'air, son barrissement résonnant jusqu'aux collines. Le lion s'arrêta net, surpris par cette avalanche de puissance, puis recula, glissant sur les pierres avant de s'éclipser dans les fourrés. Le troisième, resté en arrière, observa, hésitant. L'assurance des prédateurs s'évanouit. Aucun n'osa revenir. Le silence retomba, lourd et vibrant. Le troupeau resta immobile, respirant fort, les petits serrés contre leur mère. Puis la matriarche poussa un souffle grave, signe de reprise. Doucement, tous se mirent en marche à travers le passage, encore tremblant mais indemne. Meintu resta en arrière, posté comme une sentinelle, fixant longtemps les collines où les lions s'étaient enfuis. Son flanc se soulevait d'effort, mais il ne vacillait pas. Il n'avait pas seulement protégé un petit. Il avait affirmé sa place. Quand il rejoignit le troupeau, la matriarche vint à sa rencontre. Elle approcha sa trompe et la posa doucement contre la joue balafrée du vieux mâle. Ce geste n'était pas un remerciement, ni un simple signe d'apaisement. C'était une reconnaissance claire, indiscutable. Meintu avait franchi la ligne invisible qui séparait l'étranger de l'allié. Désormais, il était des leurs. Elia, depuis sa position, en resta bouleversé. Il avait vu des centaines de scènes de chasse, des luttes pour la survie, des drames cruels. Mais jamais il n'avait été témoin d'une telle force, d'un tel choix. Car ce n'était pas la peur qui avait dicté les pas de Meintu. C'était quelque chose de plus profond. La volonté de défendre, de protéger un lien qu'il n'avait pas cherché mais qu'il avait accepté. Le ranger nota chaque détail dans son carnet, conscient que ce récit dépasserait les simples observations scientifiques. Ce qu'il avait vu relevait de la mémoire et du mythe. Les semaines passèrent. Les saisons changèrent. Le troupeau poursuivit sa route à travers plaines et vallées, cherchant l'eau, les herbes fraîches, l'ombre des acacias. Et partout, Meintu était là. Pas pour défier les jeunes mâles, pas pour conquérir. Sa force était ailleurs. Il bloquait les sentiers suspects, il veillait lorsque les autres dormaient, il calmait d'un simple souffle les paniques soudaines. L'orphelin, lui, grandissait vite. Son pas s'affermissait, ses barrissements devenaient plus audibles. Il courait, jouait, s'éloignait parfois, mais toujours revenait se blottir contre le flanc du vieux mâle. Entre eux, ce n'était plus seulement protection. C'était un héritage silencieux, une transmission invisible. Dans les campements des rangers, les histoires circulaient. Autour des feux, on parlait du fantôme de Tsavo, qui n'était plus un solitaire, mais un gardien. Les anciens se souvenaient de ses exils, de ses blessures. Les jeunes écoutaient, fascinés, les récits de ses charges contre les lions. Et tous savaient qu'il assistait à une légende en train de s'écrire. Pourtant, au-delà des chants et des récits, Meintu lui-même restait inchangé. Dans son cœur marqué par l'errance, il savait que la paix était fragile. Les lions n'abandonnaient jamais longtemps.
Mais il savait aussi que, pour la première fois depuis des années, il ne marcherait plus seul. Et dans la savane où chaque créature porte ses cicatrices, il avait trouvé ce qui lui manquait le plus, une place. Les mois passèrent, et la savane changea de visage. La saison sèche céda doucement la place aux pluies, puis revint avec ses herbes craquantes et ses cours d'eau asséchés. Au fil des jours, l'orphelin grandissait, ses pas devenaient plus sûrs, ses jeux plus audacieux. Pourtant, jamais il ne s'éloignait longtemps de Maintu. Chaque fois que ses oreilles trop grandes battaient maladroitement en courant, chaque fois qu'il trébuchait dans les flaques ou se perdait dans les herbes hautes, il revenait aussitôt se coller contre la jambe massive du vieux mâle. Leur lien s'était transformé en un pacte silencieux, un fil invisible qui reliait deux solitudes autrefois condamnées à l'isolement. Maintu, lui, avait changé aux yeux du troupeau. Jadis spectre solitaire, il était désormais perçu comme un gardien. Il ne cherchait pas à s'imposer parmi les mâles plus jeunes, ni à rivaliser avec les forces dominantes. Il restait légèrement en retrait, mais toujours attentif. Quand un danger rôdait, il se plaçait en rempart. Quand les petits s'égaraient, il les ramenait d'un simple grondement. Et quand l'orphelin s'aventurait trop loin, il suffisait d'un souffle puissant pour le rappeler. La matriarche, observant ses gestes, comprit qu'elle avait accordé sa confiance à bon escient. Le troupeau tout entier l'acceptait désormais, non comme un intrus toléré, mais comme une présence nécessaire. Les rangers, eux, continuaient de suivre ses déplacements avec fascination. Elia, en particulier, consignait chaque observation. Dans ses notes, il décrivait Maintu comme le veilleur, un rôle qui dépassait la simple survie. Les récits circulaient entre les postes, enjolivés parfois, mais toujours porteurs d'une vérité. La force n'était pas seulement dans la taille ou la violence, mais dans le choix de protéger. Les feux de camp bruissaient d'histoires où Maintu n'était plus seulement un mythe, mais un symbole. Les enfants des villages voisins connaissaient son nom, et certains le prononçaient comme une prière. Pourtant, la savane n'oublie jamais de rappeler sa cruauté. Les lions rôdaient encore, plus prudents, mais toujours affamés. Des traces furent relevées près des points d'eau, trop proches des troupeaux. Les rangers savaient que la paix était fragile. Mais Maintu veillait. Lorsqu'un soir, au crépuscule, un rugissement monta des collines, le vieux mâle se posta aussitôt entre le troupeau et l'ombre grandissante. Son corps, marqué de cicatrices anciennes, se dressait comme une muraille. Le danger recula, vaincu par cette simple présence. Il n'y eut pas de combat cette fois, seulement une certitude. Tant que Maintu était là, le troupeau avançait sans crainte. L'orphelin, devenu plus fort, trouvait dans cette sécurité la liberté de jouer, d'explorer, d'apprendre. Mais dans ses gestes maladroits, il reproduisait sans cesse ceux du vieux mâle. Il imitait ses grondements, ses manières de sonder le vent, sa façon de projeter de l'eau de sa trompe. Peu à peu, son identité se forgeait, héritée moins du sang que de l'exemple. C'était plus qu'une adoption. C'était une transmission. Un soir, au bord d'un marigot, le troupeau s'immobilisa dans la lumière dorée du couchant. La matriarche et les femelles entouraient les petits qui jouaient, tandis que Maintu se tenait légèrement à l'écart, veillant comme toujours. Elia, caché dans l'ombre d'un acacia, observait encore une fois. Il nota la sérénité qui régnait, rare dans ce monde où chaque jour portait son lot de menaces. Et soudain, il comprit que l'histoire qu'il suivait depuis des semaines n'était pas seulement celle d'un sauvetage ou d'une survie miraculeuse. C'était une histoire d'amour et de retour. Le retour d'un être brisé vers ce qu'il croyait perdu à jamais, une famille. Les saisons tournèrent encore. L'orphelin, désormais robuste, ne portait plus sur lui la fragilité de ses débuts. Mais il ne quittait pas l'ombre protectrice de Maintu. Le vieux mâle, quant à lui, semblait avoir retrouvé une paix que nul n'aurait imaginé possible pour un exilé. Il ne cherchait pas à dominer, il n'avait plus rien à prouver. Sa grandeur se mesurait désormais à sa patience, à sa capacité de rester quand tout autre aurait fui. Dans la savane, cela suffisait pour qu'on le nomme légende. Car les histoires voyagent plus vite que le vent. Les rangers les racontaient, les villageois les transmettaient, et même les braconniers qui rôdaient encore dans l'ombre en parlaient avec une forme de respect craintif. Le fantôme de Tsavo, disait-il, n'est plus seul. Et dans ces mots, il y avait autant de crainte que d'admiration. Ainsi, sous le ciel immense et changeant de l'Afrique, le vieux mâle et le petit continuèrent leur route. Leurs empreintes, côte à côte, marquaient la terre rouge des plaines, témoins d'un lien plus fort que les blessures et les pertes. Nul ne savait combien de temps encore durerait cette alliance improbable, mais une vérité demeurait. Ils ne marcheraient plus jamais seuls.